moi je vais te décevoir parce que je suis pas du tout un gamer. Je joue pas. Le patron de bar qui ne boit pas. Je suis rentré dans le e-sport grâce à l'audiovisuel. Moi j'ai créé des chaînes de télévision, j'ai travaillé très longtemps dans le contenu pour les jeunes, j'ai produit et découvert McFly et Carlito notamment, Jérémy Ferrari, Ahmed Silla, etc. J'ai travaillé très longtemps au Montreux Comédie Festival comme administrateur et jury. Et en fait, en tant que spécialiste du contenu pour les jeunes, des grandes marques comme Blizzard, EA Sport, etc. m'ont contacté pour faire du contenu pour toucher les gamers, mais qui ne soit pas du gaming. Et je suis rentré comme ça là-dedans. Et on a créé une arena sur Barcelone pour faire des tournages. Et m'appelle le FC Barcelone qui souhaitait créer sa section e-sport à cette époque-là. C'est comme ça que j'ai découvert le e-sport. Ils n'y comprenaient rien, moi non plus, ça tombait bien. Mais on avait les installations, le Camp Nou allait rentrer en travaux, etc. Et donc l'équipe de FC Barcelone s'est créée. Et dans le même temps, Koi eSport, qui est l'équipe de Gérard Piquet et Ibai Llanos, s'est créée aussi chez nous. Et c'est là qu'on a créé le concept notre concept, ça existe ailleurs, de centre de performance pour le e-sport. C'est un peu, pour résumer, le Clairefontaine pour le foot. On fait la même chose pour le e-sport, à part qu'au lieu d'avoir des terrains de football, on a des salles équipées avec des PC ou ce qu'on nous demande. Mais le reste, on a le Medicheck, on a tout ce qui est physio, médical, entraînement physique, nutrition, tous ces aspects-là, qui sont des métiers de plus en plus demandés aujourd'hui dans le e-sport. Je continue ma carrière audiovisuelle puisque je produis chaque année pour la eSport World Cup, qui est le plus gros événement mondial en e-sport à Riyad en Arabie Saoudite, 5 documentaires pour Warner Bros Discovery qui sont diffusés sur CNN, HBO Max et TNT Sport et Eurosport dans 60 pays. Et on se rend compte que chaque année, nos interviews vont de plus en plus sur la performance sportive, la préparation physique, la préparation mentale, la récupération, etc. Et aujourd'hui, on ouvre en France dans le Nord, à Roubaix, notre premier centre français. Roubaix, pour nous, c'est assez stratégique parce qu'on est dans un carrefour Londres-Paris, Berlin, qui est un peu le centre de l'e-sport. Et Danemark, on est pas loin de tout. On va ouvrir à Paris également dans un peu plus d'une année. Et voilà, on continue à se développer. Et aujourd'hui, on investit beaucoup dans la formation des jeunes, pour pouvoir tous ces métiers, parce qu'il manque énormément de professionnels, pour tout ce qui est performance sportive e-sport, et puis pour tout ce qui est aussi production audiovisuelle et événementielle e-sport. Voilà. Super, merci. Donc Neil, j'ai eu raison de te dire que tu es un expert par rapport à Jean-Sébastien qui est lui arrivé par le gaming au gré des opportunités, si on peut dire. Toi, c'est vraiment le domaine auquel tu es spécialiste et justement tu conseilles les marques à bien prendre en main cette thématique. Toi qui es au cœur du réacteur, est-ce que tu peux nous donner un peu un panorama, un éventail aux jeunes étudiants qui sont ici, des métiers qui existent dans ce milieu-là? Absolument. On a parlé de l'e-sport, et je pense que vous êtes tous les deux très bien placés. Moi, je vais vous parler d'un gaming d'un tout autre genre. C'est l'avènement de ce qu'on appelle le gaming UGC. Le terme a été employé déjà dans les réseaux sociaux pour dire que le joueur crée le contenu qui est lui-même consommé par les autres. Aujourd'hui, les plateformes comme Roblox, Fortnite, Minecraft, que vous connaissez, parce que vous avez soit des enfants, soit même vous êtes joueur, sont des jeux d'un nouveau genre où le joueur crée le contenu. Roblox est en fait un annuaire de centaines de milliers de serveurs, tout comme les Fortnite créatives. Et nous, on a justement pris ce virage du jeu UGC pour venir y donner une dynamique avec un véritable métier marketing, puisque notre but, quand tu mentionnes l'intégration des marques sur cet univers, c'est de se dire qu'il y a en fait du contenu qui s'enrichit constamment par la création des joueurs, et ces joueurs-là deviennent des créateurs de contenu, donc ils peuvent monétiser leur contenu. Et donc on utilise le contenu créé par les joueurs comme des canaux de communication et permettre aux marques de devenir finalement des sponsors ou du placement de produits. Donc c'est un marketing d'un nouveau genre, c'est un marketing qui pour nous est beaucoup plus en adéquation avec la consommation du contenu des jeunes. Vous connaissez le temps très faible consacré au contenu de marque sur les réseaux sociaux classiques, hein, on parle de 1,3 secondes sur TikTok
ou Insta. Capter l'attention. Exactement, on est beaucoup plus immergé dans une expérience de jeu. Quand vous êtes sur Fortnite ou Roblox, vous êtes acteur de votre expérience de jeu, donc vous n'êtes pas en train de faire autre chose, alors que quand vous scrollez sur Insta, il y a probablement la télé et un pote qui vous appelle en même temps. Donc au final, il y a une véritable attention portée à une expérience sur le gaming, et pour nous, ça peut se transformer en un véritable outil marketing. C'est comme ça qu'on a créé justement notre métier. Donc on a la production avec Jean-Sébastien, on a le marketing, le conseil, la stratégie avec toi, Neil, et on a un joueur professionnel avec toi, Ilian. Donc le e-sport, c'est un sport, bon, on peut dire. Moi, je Qu'est-ce ne qu'on peut considère pas dire ça comme un sport. Il y a certains C'est une discipline. C'est une discipline, il y a certains aspects qui ressemblent, comme le mental, avoir des résultats, etc. Mais ce n'est pas du sport. À la fin d'une grosse compétition, on aura plutôt une charge physique, une charge mentale que physique. Donc il y a des aspects qui ressemblent au sport, mais de là à dire c'est du sport, moi je considère Alors, ça comme ça. Intéressons-nous à ça. Donc aux similarités entre le sport, on va dire, traditionnel et le e-sport, quelles sont-elles, ces similarités? Tu as accompagné, j'imagine. C'est ça, on a accompagné, on a un entraîneur, on a un psy, etc. Quand forcément on perd, etc., on doit être suivi. Sur les réseaux, on se fait insulter, etc. Donc comme sportif de haut niveau, quand on ne gagne pas, tout simplement... derrière, on doit avoir des résultats pour ensuite prolonger dans notre équipe. Quand tu joues chez Vitali Tchou, le PSG, si tu n'as pas de résultats, c'est comme dans le foot, on te vire. Donc non, faut être au niveau, tout simplement. On est très bien entouré, on a un agent, on a un psy, on a un coach. Alors, on va pas trop vite. Dis-nous à quel point tu es entouré. Fais-nous un petit peu aussi la liste. À quel point? Parce que, on se rend pas compte, on a la chance de t'avoir dans les coulisses. On voit le joueur, nous, à travers l'écran, mais on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Donc tu es en train de nous dire, par exemple, tu as un préparateur mental, c'est ça? Mental, c'est ça. Okay. Donc on va faire des entraînements cognitifs, etc. pour travailler les réflexes, gérer les moments de stress ou autres. Ensuite, on a un psy, il est à notre disposition quand on a besoin de parler, etc. Après des grosses sessions d'entraînement ou de compétition quand ça se passe plus ou moins bien. Ensuite, de l'autre côté, on a un agent forcément qui va gérer... pendant la période de mercato, donc c'est comme le foot. Durant le mois d'août, on est approché par certains clubs et ensuite on doit faire des décisions et là pour nous aiguiller. Donc ensuite, on a également un coach et voilà, c'est à peu près tout. Et moi, j'ai même lu des nutritionnistes, c'est vrai ça? Sur FIFA, non. D'accord. C'est un jeu peut-être comme Counter-Strike, okay. Mais sur FIFA, pas encore. Mais après, c'est sûr qu'on essaye d'installer une certaine routine. Par exemple, là, dans un mois, j'ai une très grosse compétition aux États-Unis à Atlanta. Donc là, le mois d'octobre, je vais essayer d'être à fond niveau sommeil, nutrition, etc. Je vais essayer d'être au point parce que c'est important de mettre le maximum. Et là aussi, t'es accompagné ou c'est toi? Oui, on est accompagné chez Team Vitality. Ok. Donc on se rend compte qu'en fait, à travers le gaming, il y a un panorama de métiers complètement différents. Jean-Sébastien, la production, à quel point elle est devenue stratégique dans le gaming? C'est vrai que maintenant tout passe par Twitch, les documentaires, les créations de contenu. À quel point c'est devenu un pilier stratégique de ce secteur? En fait, c'est un secteur qui s'est créé par le contenu. En fait, c'est ce que tu disais. C'est pas un sport au sens où on va se dépenser physiquement, même s'il y a des similitudes. Par contre, c'est une discipline qui existe en ligne, avec des compétitions en ligne, avec du streaming, avec des créateurs de contenu, etc. Et ces gens-là jouent un rôle aujourd'hui essentiel dans la connaissance du club, dans les compétitions, dans la création de communautés et tout ce qui s'ensuit. Et quand on est étranger, entre guillemets, à ce secteur qui est devenu complètement incontournable, il faut le rappeler que c'est la première industrie créative en termes de chiffre d'affaires, loin devant le cinéma, la musique et l'audiovisuel. Quand on est, entre guillemets, étranger à ça, mais qu'on travaille, on représente une marque. Donc j'imagine que ça, c'est les interlocuteurs que tu as. À quel point ils doivent considérer d'y être, selon toi, Neil? Je pense qu'on n'est pas étranger à ça. Il y a le terme de débordement qui, je trouve, est très juste pour parler justement de la culture gaming. Aujourd'hui, dans les cours de récré en classe, ou si vous avez des alternants ou des jeunes salariés dans vos entreprises, vous avez probablement entendu les termes main quest, c'est la méta 2, ou tu tryhard, ou je veux pas être le PNJ de mon groupe de potes. En fait, ce sont que des termes employés du gaming qui viennent aujourd'hui se positionner dans tout simplement un langage quotidien, que ce soit à l'école ou dans nos métiers en entreprise. Donc
En fait, je pense pas qu'on puisse être étranger. Naturellement, on est au contact de cette culture-là au quotidien. Maintenant, il est vrai que de l'autre côté, tu parles d'interlocuteurs, que ce soit en agence de publicité ou chez les marques, à la direction du marketing, les décisions sont prises par des personnes qui n'ont peut-être pas cette culture-là parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes joueurs. Et donc, du coup, je pense que le rôle que les jeunes générations, justement, ont, c'est celui de devenir finalement une sorte de garde-fou de ces initiatives, de pouvoir inspirer, de pouvoir parler de leurs propres expériences. Quand vous êtes joueur Fortnite ou Roblox, vous êtes la meilleure personne pour pouvoir finalement conseiller ou inspirer une campagne de pub qui se passera sur Roblox ou Fortnite parce que c'est votre quotidien. Vous ne vous forcez pas, vous n'avez pas à l'apprendre. On dit en anglais la learning curve, il n'y a pas d'évangélisation du sujet puisque c'est votre quotidien. Et je pense que vous êtes du coup essentiel à cette évolution du marketing qui va se porter vers le gaming, puisque le gaming n'est tout simplement plus qu'une niche, tu l'as mentionné avec les chiffres, c'est aujourd'hui un véritable et canal de communication, mais également un véritable sujet sociétal, puisqu'il passionne une majorité de monde. En France, chez les 15-25 ans, il y a plus de 50% des joueurs qui jouent à Fortnite, on considère 3 millions de joueurs qui passent 8 heures par semaine dessus. C'est plus que certains réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est pas une niche, c'est véritablement ancré dans notre comportement. Donc si je comprends parfaitement ton propos, tu conseilles aux jeunes que s'ils ont cette passion-là, de la mettre en avant parce que c'est un sacré atout dans le milieu du marketing. Je pense que le jeu vidéo lui-même va aujourd'hui se construire sur différents métiers. On a plusieurs intervenants qui prouvent que d'un point de vue professionnel ou d'accompagnement de création de structure, c'est déjà le cas. Le jeu vidéo d'un point de vue récréatif également. Là, on a parlé du jeu vidéo sous la forme de compétition. L'e-sport, c'est une forme de jeu. Moi, je parle plutôt du jeu de manière divertissante, puisque c'est forcément beaucoup plus gros en termes d'audience. Il y a plus de joueurs pour le divertissement que de joueurs professionnels. Il y en a peut-être plein qui aimeraient être joueurs FIFA Pro, mais il n'y a que toi, en quelque sorte. C'est un ratio très faible. Donc, il faut aussi se dire qu'effectivement, il y a plein de métiers autour de ce jeu version récréative, que ce soit dans la création, la mécanique de jeu, le scénario, le design, peut-être même l'analyse des performances, des données, l'intégration publicitaire à travers justement le prisme du gaming. Donc tout ça sont des métiers qu'on connaît, puisque les agences de pub, les départements marketing existent déjà. On a vu l'avènement des réseaux sociaux il y a 30 ans ou 25 ans, et aujourd'hui, effectivement, on voit exactement l'équivalent sur les plateformes de jeux vidéo, et je pense que ces métiers-là s'adaptent avec les générations qui les connaissent. Tout à fait. Sur la partie e-sport et joueur pro, comment tu t'es dit que tu allais devenir joueur pro? Parce que moi, je suis d'une autre génération que la tienne. Un joueur, pour moi, c'est un footballeur, c'est un basketteur, etc. Toi, ta génération, être un joueur pro e-sport, ça faisait partie des rêves, des ambitions? Non, je voulais même pas. Moi, quand j'ai dit à mes parents, tu fais ça, ils m'ont dit non. Donc voilà. Ensuite, j'ai toujours beaucoup joué au jeu avec mes frères, etc. Mais c'était sans plus. Et en fait, sur FIFA, il y a un mode de jeu. Donc chaque semaine, il y a un classement mondial, ça s'appelle FUT Champion. Il y a 30 matchs. Et à 15 ans, j'ai fini premier mondial. Donc j'ai mis sur... On peut l'applaudir, hein. C'est une sacrée pierre. Donc j'ai mis sur les réseaux, etc. Parce que c'est mes potes qui m'ont dit de faire ça. Et ça avait plutôt bien marché. Et j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai gagné mon premier tournoi organisé par le rappeur NASA. Il m'avait partagé, etc. Donc ça m'avait bien aidé. Ensuite, j'ai joué 1 an pour lui. J'ai joué 2 ans pour Team Vitality avec le LOSC. J'ai été élu meilleur espoir français en 2024 et meilleur joueur français en 2025. Et là, je viens de rejoindre le PSG tout juste il y a 2 semaines. Donc de base, non, je voulais pas faire ça. Ça m'est plutôt tombé dessus. Parce que tu te dis pas, à 13-14 ans, je vais être joueur professionnel FIFA. Et puis mes parents, ils voulaient pas. Mais ils voyaient que c'était sérieux de plus en plus. Donc ils ont commencé à me soutenir et je les remercie pour ça. Et aujourd'hui, donc du coup, tu es professionnel, c'est-à-dire que tu as envie? Oui, j'ai envie. On a un salaire fixe. Ensuite, tu as les gains des compétitions. Tu as plusieurs compétitions. Et vu que c'est un jeu de foot, c'est souvent sous les licences du vrai football. Donc, on a la e-Champions League. Donc, c'est par l'UEFA, etc. On a la World Cup, etc. en Arabie Saoudite. On a la e-Ligue 1, encadrée par la LFP. Donc, on a toutes les compétitions comme dans le football, mais avec le i. Bon, ça gagne moins d'argent, mais c'est bien. Et tu anticipes ma question. J'allais te demander, je ne vais pas te demander ton salaire, parce que c'est privé, mais donne-nous juste des ordres d'idées. Genre, annuellement, un bon joueur, il gagne combien?
Ça va du gars qui vient de rentrer en professionnel, ça peut aller annuellement, tu m'as dit? Ça peut aller de 35 000 à aller à 250, 300 000, vraiment les meilleurs. Sans compter les créations de contenu, les OP, les tournois, etc. Donc généralement, ça c'est juste la base, mais généralement, tu es toujours bien au-dessus de ça. Rassurez-vous, monsieur, je n'ai pas demandé votre salaire à vous non plus, mais vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va donner l'opportunité de prendre une ou deux questions pour vraiment en savoir plus sur voilà, les métiers autour du gaming. Donc n'hésitez pas à lever la main dans le public si vous avez une question à nos invités. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Monsieur David. Si, vous pouvez vous présenter juste avant de poser. Bonjour, je me présente, je m'appelle Chebsedine. Je suis étudiant au BTS Communication de Champlain et j'avais une question pour les joueurs en général, forcément pas que toi, Yann, mais est-ce que les joueurs qui débutent, ils ont un pôle communication dans leur équipe ou ils utilisent le pôle communication de l'équipe qu'ils ont rejoint, donc Vitality par exemple pour vous ou PSG? Bon, il y en a, mais après, je sais que généralement, en tout cas sur FIFA, c'est assez compliqué d'être joueur professionnel. C'est-à-dire que là, actuellement, je crois en joueur français sur FIFA, on doit être peut-être 16 à en vivre de ça aujourd'hui. Parce qu'ils ont rendu la chose très fermée, que c'est la LFP, etc. qui encadre. Ensuite, mais quasiment tout le monde commence par des structures non professionnelles. Donc ils vont, ils ne gagnent pas d'argent, etc. Mais ils ont les défraiements des déplacements, des tournois, etc. Ils ont un manager, tout marche comme une structure professionnelle. Mais sans argent derrière, justement, les pousser à aller au plus haut niveau. Ok, d'accord. Donc depuis le début, vous avez une vraie structure derrière vous? C'est ça, depuis le début. Ok, d'accord. Ça pas pour tout le monde, il y en a, ils préfèrent rester sans structure. Pour ma part, je n'ai pas commencé en structure amateur. J'ai directement commencé en structure professionnelle. J'ai commencé en Espagne en plus. Donc j'avais joué pour le footballeur César Azpilicueta pendant 1 an. Et ensuite, j'ai rejoint, du coup, j'ai dit le rappeur NASA, puis Team Vitality, ça va faire ma 3e année maintenant. Et il y en a beaucoup qui commencent avec des structures amateurs, ça peut t'aider à émerger dans le milieu, avoir des contacts, etc. Donc, c'est pas plus mal. Ok, d'accord, merci beaucoup. Bonne continuation. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, oui, la question elle est peut-être un peu très précise, c'est pour Onyx, c'est par rapport à l'intégration des marques dans les jeux. Il y a une question juridique parce que les jeux appartiennent à des privés. C'est facile, du coup, ça entraîne des problématiques pour vous quand il y a des marques qui disent j'aimerais bien être intégré dans le jeu. Vous n'avez pas forcément la main là-dessus, vous êtes en lien avec des éditeurs pour faire toute cette démarche. Oui, donc comme je l'expliquais, le jeu vidéo, si je prends le cas de Fortnite, le mode créatif, ce sont les joueurs qui créent leur map. Donc ils ont la propriété de leur map. D'ailleurs, c'est une source de rémunération puisque, comme YouTube, ils se rémunèrent par la répartition des gains de l'éditeur au prorata des audiences qu'ils ont sur leur map. Donc ils sont propriétaires de leur map à partir du moment où ils répondent à la charte du jeu, que ce soit dans l'utilisation des IP, l'utilisation des assets. Et bien effectivement, ils sont libres de déployer les mécaniques de jeu qu'ils souhaitent. L'intégration de la marque va se faire dans les codes justement de la plateforme, dans l'utilisation des assets, dans les limites, mais de la même manière que la publicité à la télé aujourd'hui ne peut plus accepter par exemple des cigarettes, il va y avoir les mêmes codes dans les jeux vidéo. Et le but d'ailleurs de la publicité dans le jeu vidéo, elle n'est pas d'interrompre le joueur, elle est d'enrichir son expérience. Donc on essaye d'être le plus natif de l'écosystème et le plus immersif. Donc en ce sens, on s'adapte au code. Ça répond à ta question. Une question Ouais, moi j'avais une question pour Monsieur Ventura sur l'établissement que vous avez à Roubaix, 2000 m², je crois, destiné à l'accompagnement des sportifs du gaming. Ça veut dire que vraiment ça a le vent en poupe, enfin ça prend vraiment beaucoup d'ampleur ce domaine-là. Oui, ça dépend des jeux en fait, parce qu'on parle d'e-sport, mais il est sur FIFA, mais c'est un peu comme dire le sport. Le volleyball n'a pas les mêmes besoins que le rugby, n'a pas les mêmes besoins que le football, etc. Donc nous on travaille essentiellement avec des jeux comme Counter-Strike, League of Legends, Dota, Valorant, qui sont des jeux d'équipe, ils jouent tout seuls. Nous on a des équipes où ils sont 5,
où l'approche sportive est beaucoup plus importante. Ils ont des directeurs de performance, la nutrition est importante, ils ont une préparation physique importante pour prévenir notamment sur CS des maladies inflammatoires qui peuvent les embêter pendant des mois ou des années. League of Legends, ils vont travailler la partie physique plus pour tenir la durée des parties qui peut non plus finir. Cette concentration, cette charge mentale, on travaille sur le cycle du sommeil, on travaille sur plein de choses, donc ça dépend vraiment beaucoup des jeux, donc nous on s'adapte en fait aux équipes. Les budgets aussi s'adaptent, des équipes, des jeux comme Counter-Strike, League of Legends sont des stars internationales qui ont pour certains des salaires de footballeurs, hein. Pour le coup là on est très largement au-dessus de ce que nous disait Ilem. Il y a des gens comme Faker par exemple, le coréen, voilà, ça se compte en millions, ou même Zebou chez toi, on va pas dire autant, mais chez Vitality ou à l'époque Simple, etc. Donc ce sont des gens qui voyagent en première, qui dorment dans des hôtels 4 ou 5 étoiles minimum, qui ont les mêmes exigences sur la nutrition, sur tous les détails que les sportifs de haut niveau. Et aujourd'hui, en fait, on a besoin de professionnels qui comprennent tout ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis kiné. Quelles sont les pathologies d'un gamer? C'est pas un humain à part. C'est juste que dans sa pratique, il a des besoins. Maintenant, les besoins d'Ilem sont différents de quelqu'un qui joue avec l'écran là, le clavier comme ça, etc. Donc chacun, tout ce qui est ergothérapie, orthoptique, enfin, il y a plein de secteurs différents. Nous, on a des équipes qui nous demandent de contrôler le degré d'humidité de la pièce par rapport aux problèmes d'œil sec de certains joueurs, de machin. Donc ça va très loin dans la performance. On travaille beaucoup avec Falcons, qui est champion du monde aujourd'hui des clubs. Bon, la partie, le directeur de performance de l'équipe de Counter-Strike et le directeur de performance de l'équipe olympique du Danemark, ancien des forces spéciales, etc. Donc on est vraiment dans le très haut niveau, et aujourd'hui il y a de plus en plus d'équipes qui se rendent compte que ça fait la différence sur des gros matchs, parce qu'ils enchaînent pour beaucoup, voyagent dans le monde entier toute l'année, c'est fatigant, décalage horaire, la clim, le stress, la pollution des réseaux sociaux, enfin la pression de tout. Et du coup, ce sont des besoins. Il y a des besoins de plus en plus de professionnels, les analystes pour League of Legends, pour Counter-Strike, les préparateurs mentaux, physiques, voilà. Tous ces métiers-là sont des métiers où il y a du besoin. Il y a de plus en plus d'équipes qui embauchent. Vitality en fait partie. Ils structurent. Alors, en fonction des jeux, ils n'affectent pas les mêmes besoins, j'imagine, parce qu'il y a aussi une question de revenus par jeu aussi. Voilà. Et après, sur la partie audiovisuelle, la production dont je fais aussi partie, on a besoin de techniciens lumière aujourd'hui qui vont pas mettre la lumière dans la figure du joueur ou dans son écran. Ça paraît idiot ce que je dis, mais bon, c'est ce qu'on apprend normalement, à faire un contre, une face, etc. Là, il faut travailler beaucoup plus de manière zénitale. Donc voilà, c'est adapter des métiers qui existent aujourd'hui à des spécificités techniques et sportives d'un secteur qui est en pleine expansion. Alors encore une fois, ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui sont petits, il y a des jeux qui ont des communautés très fortes mais qui ne sont pas très gros, il y a des jeux qui ont des communautés énormes, et puis ça dépend beaucoup des pays aussi. Voilà.